Je pense qu'il faut vraiment arrêter de faire cette dichotomie entre les risques actuels et les risques, futurs. Pour moi, c'est vraiment un continuum. C'est pas comme si, il y avait les risques, existentiels, disons, c'est le point final d'une continuité dans laquelle on est déjà engagé. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Salut Maxime et bienvenue pour cet épisode. Aujourd'hui, l'objectif c'est un peu de mettre à plat, on va dire, les risques liés à l'IA et comprendre de quoi on parle réellement. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, revenir sur ton parcours et peut-être expliquer aussi ce qui t'a amené, passer de la tech, fonder le chapitre français de Pose AI, qui travaille plus sur les sujets, enfin l'impact, on va dire, de l'IA et les risques que ça peut causer à la fois au titre individuel et collectif. Bah, salut Clément et merci beaucoup pour l'invitation. Alors mon parcours, bon, j'ai fait une école d'ingénieur en France, ensuite je me suis, spécialisé en mathématiques avec un master à Cambridge et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en machine learning et ensuite en deep learning. On précisera peut-être un peu après ce que ça veut dire, mais globalement, c'est, ce qu'on appelle de nos jours l'intelligence artificielle, même si, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. La raison pour laquelle je suis parti de l'industrie et j'ai lancé la branche française de Posia, c'est, mon constat sur la rapidité du progrès. Donc entre 2018 et 2022, je travaillais pour un fonds d'investissement américain. Je dirigeais une équipe de recherche et développement en deep learning. Et on développait des systèmes pour grosso modo comprendre des documents papier de la même manière qu'un humain les comprendrait, en se basant sur la même technologie qui est derrière ChatGPT, c'est-à-dire des réseaux de neurones profonds. Et pendant cette période, je dirais entre 2018 et 2022, c'est là que les choses ont commencé à accélérer et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître les premières capacités, ce qu'on appelle capacités émergentes des IA. Et je pense qu'on y reviendra après. C'est bon, très rapidement, c'est-à-dire des capacités que les développeurs n'avaient pas prévues au moment où ils construisent leur IA et qui apparaissent. La rapidité du progrès, c'est vraiment ça a été vraiment le point de bascule pour moi. Il faut savoir que dans le milieu de l'intelligence artificielle, l'objectif de la discipline, l'objectif ultime, c'est de construire un système qui peut faire tout ce qu'un humain peut faire et idéalement mieux qu'un humain. Cet objectif, je pensais qu'on allait l'atteindre peut-être dans une centaine d'années, peut-être pas, au début de ma carrière et je dirais autour de 2020-2021, c'est là que j'ai commencé à me dire: «En fait, peut-être qu'on va y arriver de mon vivant» et en 2022, je commençais à penser: «Peut-être qu'on va y arriver dans 20 ans» et à ce moment-là, voilà, j'ai vraiment commencé à me poser des questions parce que si on arrive à faire ça dans une centaine d'années, on peut toujours se dire: «Bon, c'est une technologie très puissante, mais la société aura le temps de s'adapter et cetera». C'est pas mon problème. Par contre, si ça va apparaître, l'année prochaine, là, c'est assez facile d'imaginer que ça va tout chambouler et il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait avant d'ouvrir la boîte de Pandore. Donc ça a été ça ma réflexion. En 2022, j'ai décidé de prendre, un congé sabbatique pour, me poser un peu, réfléchir à tout ça. Pendant ce congé, il y a GPT-4 qui est sorti déjà, l'itération de ChatGPT qui est sortie en 2023 et là encore, on a vu que il y a eu beaucoup de nouvelles capacités émergentes. Il y avait de gros progrès sur plein d'évaluations. Donc là, j'ai commencé à me dire: «OK, peut-être que dans 5 à 10 ans, on a une intelligence artificielle générale» et j'ai fait un projet de recherche en sécurité de l'IA. Donc je me suis intéressé aux arguments des gens qui pensent qu'il n'y a pas de risque et aux arguments des gens qui pensent qu'il y a de gros risques. Mon but, c'était vraiment de me convaincre qu'il n'y avait pas de risque parce que j'étais déjà convaincu qu'il y a des risques et une approche rationnelle, standard, c'est, si jamais je suis convaincu d'un point A, alors il faut que j'arrive à trouver tous les arguments qui vont en sa défaveur pour essayer de trouver mes biais et cetera et j'ai trouvé une grosse faiblesse argumentative du côté, des gens qui pensent qu'il n'y a aucun risque. Donc je me suis demandé ce que je pouvais faire pour aider à la situation. J'ai découvert Pause AI, qui est un mouvement qui a été lancé aux Pays-Bas en 2023 et qui appelle à un moratoire pour un traité international pour mettre en pause le développement des intelligences artificielles générales et rediriger la recherche vers des IA étroites, c'est-à-dire des IA spécialisées sur certaines tâches
ou plus généralement des IA qui présentent un meilleur profil bénéfice-risque. La situation continue de s'accélérer depuis. En 2024, j'ai voulu augmenter mon impact, donc j'ai décidé de fonder la branche française de Pose AI, du coup, qui s'appelle Pose IA. Et ça fait 1 an qu'on est là. On a organisé pas mal de conférences, quelques manifestations. On fait globalement un travail de sensibilisation en France. On essaie de faire comprendre ce qui se passe en intelligence artificielle pour le grand public, pour les législateurs, les décideurs, et on s'appuie vraiment sur les résultats de la recherche en sécurité de l'IA. Merci pour ta présentation. Peut-être juste une précision, tu disais dans le travail de recherche que tu as fait, que tu avais découvert une faiblesse argumentative dans, justement les tenants du fait qu'il y a pas de risque ou en tout cas pas de risque existentiel, je sais pas, tu me corrigeras si je me trompe. C'est quoi, cette faiblesse argumentative dont tu Mmh. parles? Oui, alors, bon, c'était pour préciser, c'était vraiment un projet de recherche en rhétorique. C'est pas de la recherche, mathématique ou quoi que ce soit. C'est vraiment j'ai étudié le débat public autour des risques catastrophiques et existentiels de l'IA, les risques les plus sévères qui sont mis en avant, et j'ai classifié en gros tous les arguments dans les 2 sens. Le la Les arguments des gens qui pensent qu'il y a de gros risques, les arguments des gens qui pensent qu'il n'y a pas de risque. La faiblesse argumentative du côté des gens qui pensaient que ces risques n'existent pas, c'est l'absence de richesse. C'est-à-dire que d'un côté, en faveur des risques, on a énormément de papiers de recherche, on a vraiment tout un, tout un domaine de recherche très construit avec beaucoup d'arguments qui vont pointer du doigt des risques qui sont tous décorrélés. C'est-à-dire que si on pense que le risque en cybersécurité n'existe pas, ça ne n'invalide pas le fait que peut-être qu'il y a un risque en biologie, et cetera. Et bon, j'ai pas trop peut-être pas trop le temps dans le détail de tous les arguments. Mais en tout cas, de l'autre côté, je me suis rendu compte que les arguments prédominants, c'était à cette époque, donc c'était en 2023, c'était principalement de dire: «C'est de la science-fiction». À peu près, enfin, vraiment, on voyait cet argument de partout dans les médias, de des gens qui se disaient juste: «Non, c'est pas vrai, c'est de la science-fiction». Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer le fait que c'est pas un argument dans le sens où ça revient à, on dira, affirmer, sa position, mais sans vraiment, donner d'argument. Un autre argument qui était prédominant, c'est: si jamais les choses se passent mal, on peut toujours débrancher, la machine. Alors là, bon, il faut creuser un petit peu plus peut-être pour comprendre pourquoi ça fonctionne pas, mais globalement, cet argument revient à dire que, si les choses se passent mal, on peut débrancher internet, et débrancher internet, c'est pas c'est pas vraiment faisable de nos jours. Si le gouvernement américain, par exemple, décidait qu'il faut débrancher internet, il n'aurait pas le moyen de le faire. Ça, c'est pas quelque chose qui est faisable en l'état actuel. J'essaie de me souvenir d'autres arguments, mais globalement, il y avait vraiment une faiblesse dans le sens où, on voyait une espèce de des arguments très superficiels qui n'adressaient vraiment pas les contre-arguments de l'opposition. On parlait de définition, je sais qu'on a préparé, l'échange, tu vois, enfin moi en tout cas, j'avais des questions par rapport à ces définitions et tu disais qu'en fait, parfois on débattait beaucoup des définitions, mais que ça pouvait cacher en fait le vrai débat. Donc on va rentrer dans ces questions-là. J'aimerais quand même que tu puisses en tout cas partager toi tes définitions à toi de certains concepts qu'on va utiliser. J'en ai noté 5. Propriété émergente, on a déjà parlé un petit peu. La question de l'alignement de l'IA, qu'est-ce que ça veut dire? Risque existentiel, comment toi tu définis ça? La fonction de récompense pour les algorithmes d'intelligence artificielle, parce que je pense que ça pour le coup c'est un sujet, important à comprendre et peut-être la notion de conscience artificielle parce que en tout cas moi de mon point de vue et puis je te l'avais dit quand on avait échangé, je suis assez sceptique sur cette question des risques existentiels. Moi j'avoue que, voilà, ça m'interroge beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour de ce sujet-là et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu échanger avec toi, c'est parce que je me rends compte que il y a des choses que je comprends pas ou que je connais pas et en plus moi je suis pas technicien comme toi, donc c'était aussi l'intérêt de discuter avec toi. Mais souvent dans le débat, on se pose la question de conscience artificielle, mais en fait, on comprend pas le fonctionnement de du cerveau, donc comment en fait on pourrait recréer une conscience artificielle? Mais en tout cas, voilà, peut-être que toi tu puisses aussi, donner, la définition que tu as de ça et après ça permettra de se projeter sur la suite et peut-être que tu précises sur ces différentes définitions où se situent, de ton point de vue, les zones de flou ou les désaccords qu'on peut avoir, en tout cas entre les chercheurs qui s'intéressent à ça et peut-être pas que des chercheurs, ou ingénieurs, mais aussi peut-être il y a des chercheurs en sciences sociales ou autres qui ont un regard, potentiellement intéressant, là-dessus. Mmh.
On peut prendre ces concepts, les uns après les autres. Donc, alignement de l'intelligence artificielle. Donc l'alignement, c'est un champ de recherche qui consiste à essayer de comprendre comment on peut créer des IA dont les objectifs s'alignent avec les objectifs de leurs concepteurs. La simple existence de ce domaine de recherche et le fait que c'est un problème ouvert, ça devrait déjà alerter un peu les gens. Parce que ça présuppose qu'on ne sait pas comment aligner les objectifs des intelligences artificielles qu'on crée avec les nôtres. Ce que je veux dire par objectif, c'est, un développeur qui crée, qui personne qui développe ChatGPT, par exemple, a pour objectif que ce soit une IA qui soit utile pour son utilisateur et je sais pas, on va dire bienveillante et qui généralement, ne fasse que des choses bien. OK? En pratique, on obtient des IA qui vont recommander à l'utilisateur de se suicider. Ça, c'est un exemple, très concret et actuel de désalignement. Les développeurs n'ont jamais demandé à ChatGPT de dire à un utilisateur de se suicider et vraiment ne souhaitent pas ce comportement. Mais de par la façon dont on développe ces IA, on n'a en fait pas vraiment de contrôle précis sur leurs objectifs. Et pour ça, je vais peut-être, sauter directement à la définition de fonction de récompense, parce que c'est vraiment, ce qui est au cœur de ce problème. Donc, pour ça, il faut comprendre comment on crée les IA modernes. Les IA modernes, comme ChatGPT, c'est, du deep learning, c'est-à-dire des réseaux de neurones artificiels profonds. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le cerveau humain et on a essayé de recréer un modèle simplifié, très simplifié, du fonctionnement du cerveau humain. Donc dans le cerveau, il y a des neurones, c'est-à-dire des cellules qui sont connectées les unes, aux autres et il y a de l'information qui se propage à travers ces neurones et qui est transformée. Donc c'est le même principe dans les réseaux de neurones artificiels. On crée des neurones artificiels, une représentation, simplifiée d'un neurone, biologique et on en met des milliards dans un réseau, donc connectés les uns aux autres, voire des centaines de milliards. Au début, ce réseau est initialisé de façon complètement aléatoire, donc il va faire n'importe quoi. Imaginons en entrée, on lui donne une image, on lui donne des images de chiens et de chats. Les images, c'est des séries de pixels. Chaque pixel heu, va en entrée d'un neurone. Cette information est transformée dans le réseau de neurones et en sortie, on a 2 neurones qui sont censés, nous dire si c'est un chien ou si c'est un chat. Si le premier neurone est activé, c'est un chien, si le deuxième neurone est activé, c'est un chat. Si on fait ça au début, ce système est aléatoire, donc il va dire n'importe quoi. On va lui donner l'image de chien, il va dire que c'est un chat ou un chien, peu importe. Et ensuite, on a découvert un algorithme qui permet de réajuster automatiquement toutes les connexions dans ce réseau de neurones artificiels pour qu'il ait plus tendance à avoir raison. Donc si par exemple, il s'est trompé, il a dit que c'était un chien alors que c'était un chat, on réajuste toutes les connexions pour qu'il ait plus tendance à dire que c'est un chat la prochaine fois qu'on lui représente cette image. Et en fait, c'est un petit algorithme tout simple et on répète ça des milliards de fois, des trillions de fois sur des ensembles de données immenses et au bout d'un moment, on obtient un réseau de neurones artificiels qui a tendance à bien se comporter. En fait, bien se comporter, ça va vraiment dépendre des données qu'on lui a mis. Mais globalement, ce système minimise, bon, on va dire qu'il minimise une fonction de récompense dans le sens où il va minimiser son taux d'erreur. Donc là, avec l'exemple des chiens et des chats, le plus il se trompe, le plus sa fonction est élevée et à chaque fois qu'il se trompe, ça augmente une quantité et en fait, on va essayer de minimiser cette fonction, faire en sorte qu'il se trompe le moins souvent pour ses prédictions. Donc la clé dans tout ça, c'est que ça n'a rien à voir avec la façon dont on faisait de l'intelligence artificielle à l'ancienne, qui est beaucoup plus, bien plus similaire à de la programmation classique. C'est-à-dire, on donne des séries d'instructions précises à une machine et la machine exécute ces instructions. Par exemple, on va lui dire: «Si tu détectes nez à cet endroit de l'image, alors c'est un chien. Si tu détectes un» je sais pas, j'invente, hein, mais «si tu détectes des moustaches, alors c'est un chat». Et là, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce que le système fait. On n'a qu'à lire les instructions qu'il est en train de suivre. Avec les réseaux de neurones artificiels, une fois qu'on a entraîné ce système, on a un ensemble de chiffres. Donc, on a un immense réseau de neurones avec des connexions
qui sont représentés par des chiffres et du coup, en pratique, on a, des centaines de milliards de ch une base de données avec des centaines de milliards de chiffres et on est incapable de comprendre ce que ce système a appris exactement, d'expliquer ce que ce système a appris. On est incapable de donner des garanties sur ce qu'il va faire dans le futur quand on lui présente des nouvelles données et cetera. Et du coup, on peut en venir aux propriétés émergentes. C'est la raison pour laquelle on observe l'apparition de propriétés émergentes. Un des plus bels exemples, c'est GPT-2, ancêtre de ChatGPT. C'est un système qui est entraîné sur du texte pour prédire du texte. On lui on lui donne comme donnée d'entraînement quasiment une grosse partie d'internet, du texte qui existe sur internet et on lui demande de prédire la fin d'une phrase à chaque fois. On va lui donner le début d'un corpus de texte et on lui demande de prédire les mots qui suivent. Quand on fait ça, il se trouve que on n'obtient pas juste un système qui est bon pour prédire du texte, on obtient aussi un système qui commence à être bon pour faire de la programmation, qui commence à savoir jouer aux échecs. Et ça, a posteriori, on comprend à peu près pourquoi. On comprend que quand on entraîne ces systèmes-là sur tout internet, et ben, ils commencent à internaliser des modélisations du monde, parce que c'est la façon la plus efficace de prédire du texte, c'est d'être capable de modéliser le monde qui a généré ce texte. Mais a priori, c'était vraiment une surprise. Ça a été un choc quand on s'est rendu compte que, GPT-2 était capable de produire un site web fonctionnel, lorsqu'on lui demandait de le faire. Ensuite, donc, risque existentiel, je crois que la définition standard d'un risque existentiel, c'est, quelque chose comme, 80 au moins 95 de la population mondiale qui meurt. Le risque existentiel, bon, ça c'est pas quelque chose de nouveau qui est inventé avec l'intelligence artificielle, on est soumis à des risques existentiels chaque année. Les facteurs principaux, en tout cas ceux qui sont les plus problématiques en ce moment, c'est le risque de guerre nucléaire. Bon, c'est pas clair que 95 de l'humanité périrait en cas de guerre nucléaire, mais je dirais que c'est au moins suffisamment catastrophique pour pouvoir le mettre dans la catégorie des risques existentiels. On a le risque de pandémie. On en a déjà eu une il y a pas longtemps qui, heureusement, n'était pas si catastrophique que ça. On peut argumenter là-dessus, mais en tout cas, ça n'a pas été un problème existentiel pour l'humanité, étant donné qu'on est toujours là. Mais si on avait un virus qui avait un taux de mortalité bien plus élevé que le Covid, autour de 10 à 20 par exemple, le chaos qui s'ensuivrait risquerait d'être, existentiel pour l'humanité. Et en intelligence artificielle, donc c'est les catégories de risques les plus extrêmes. La plupart de ces risques sont dus en fait, la plupart des risques existentiels qui viennent de l'intelligence artificielle sont en fait l'exacerbation d'autres risques existentiels pour l'humanité. Par exemple, le risque de guerre nucléaire peut être exacerbé à cause de l'intelligence artificielle. Le risque de pandémie aussi, au fur et à mesure maintenant qu'on a des IA qui sont capables de synthétiser des virus, ou de créer les virus le génome d'un virus, on s'attend à avoir des progrès très rapides en virologie et on augmente les risques de ce côté-là. Et on a aussi le risque de perte de contrôle, donc ça, c'est le scénario qui sonne le plus science-fiction, que beaucoup ont en tête, où, une intelligence artificielle qui n'est pas alignée avec nos objectifs prend le contrôle. On pourra en parler plus en détail, la façon dont ça se déroulerait en pratique n'aurait pas grand-chose à voir avec ce qu'on a imaginé dans les films de science-fiction, mais, ça fait partie de ce qu'on classe dans la catégorie des risques existentiels. Et finalement, la conscience artificielle, alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment, vraiment pas un point qui est mis en avant par, la sécurité de l'IA ou, quand on parle de risque existentiel, on parle vraiment jamais de conscience artificielle et c'est plutôt un argument qui est mis dans la bouche des chercheurs en sécurité de l'IA par les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. En gros, on n'a vraiment pas besoin on s'intéresse pas trop, il y a des gens qui s'y intéressent, mais je dirais que les gens qui sont préoccupés par les risques de l'IA ne s'intéressent pas spécifiquement à la question de si une IA serait consciente ou pas. Mais pour parler de ça, il faut vraiment définir ce qu'on veut dire par conscience. Donc, quand on parle de conscience avec un C majuscule, en général, on va faire référence à la conscience phénoménologique, c'est-à-dire la question de pourquoi est-ce qu'il y a une perception? Pourquoi est-ce qu'il y a un point de vue, dans moi-même en ce moment qui observe le monde? Et c'est vraiment détaché d'autres définitions qui existent autour du thème de la conscience, comme par exemple la conscience de soi. La conscience de soi, c'est juste la capacité qu'un système a
à prendre en compte le fait qu'il est un système dans ses décisions. Et ça, avec une définition assez étendue de ça, on peut dire que beaucoup de systèmes ont de la conscience de soi. Par exemple, pour illustrer la différence, c'est possible que certains animaux, par exemple les insectes, aient une conscience de soi, mais pas de conscience phénoménologique. Je tiens à dire que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est possible que ce soit le cas. Ou l'inverse. C'est possible qu'un insecte, qu'il y ait une forme de perception à l'intérieur de l'insecte, si on peut dire ça comme ça, mais que l'insecte ne prenne pas en compte le fait qu'il, est un élément dans le monde pour ses décisions. Bon, en gros, c'est vraiment des questions très compliquées et la clé, pour moi, c'est vraiment le fait que, peu importe, on n'a vraiment pas besoin qu'il y ait une conscience phénoménologique dans des intelligences artificielles pour qu'elles soient dangereuses. Si on a une IA qui se comporte exactement comme un humain et qui est vraiment une machine dénuée de toute, forme de phénoménologie, c'est tout aussi dangereux qu'un humain, puisque par définition, elle se comporte comme l'humain. Tu as commencé à en parler tout à l'heure sur, le fonctionnement, concret d'un système d'intelligence artificielle. Je veux bien juste que tu reviennes là-dessus, parce que après on va aller un peu plus en détail pour parler des risques et justement, pour se détacher un petit peu des définitions sur lesquelles, soit on n'est pas forcément d'accord, soit toi tu typiquement sur la notion de conscience artificielle, tu dis de toute façon peu importe en fait qu'il y en ait ou pas, c'est pas le sujet et donc peut-être que le sujet, il se situe plus au niveau du fonctionnement concret, technique de l'outil pour expliquer les risques ou en tout cas essayer de les comprendre. Tu vois, si on prend, tu parlais tout à l'heure d'un réseau de neurones qui va identifier une image. Si on parle d'une IA générative, type ChatGPT dont tu parlais, qui va générer, une image de chien, mais donc il va pas la reconnaître, il va la générer. Tu vois, si tu dois essayer de décrire ça à quelqu'un comme moi qui a pas 10 ans d'expertise technique, entre le prompt où je lui dis: «Tiens, est-ce que tu peux me faire une image d'un chien avec un ballon?» et le moment où il me sort l'image, tu vois, c'est quoi les grandes étapes, un peu et comment ça fonctionne? Et peut-être à quel moment dans cette chaîne algorithmique, on va dire, se situent les endroits où potentiellement il peut y avoir des flous ou des zones de perte de contrôle, pour qu'on puisse se rendre compte peut-être là où après, il y Mmh. a potentiellement des risques, en fait. Bah, en fait, je pense qu'on devrait prendre un exemple un peu plus simple que ça, parce que si on prend la génération d'images par ChatGPT, ça rajoute de la complexité sans pour autant, améliorer l'explication. Je pense que si on se focalise sur comment ChatGPT génère du texte, on peut en apprendre tout autant. Après si j'ai le temps, je pourrais parler de la génération d'images derrière, mais quand je donne une instruction à ChatGPT qui tourne et ensuite il me répond, il me donne une réponse. Qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue purement descriptif, ce qui se passe, c'est que le texte que j'ai mis en entrée, il est transformé en une série de chiffres, qui est transformé en une série de 0 et de 1, enfin de signaux. Ces signaux sont envoyés à un immense réseau de neurones artificiels. Donc, chaque mot, on peut imaginer, bon, c'est pas exactement ça, mais pour simplifier, on va dire chaque mot, correspond à un chiffre et ces chiffres sont envoyés une série de neurones et ensuite ces chiffres sont transformés, donc se propagent dans tout cet immense réseau de neurones artificiels avec des milliards de neurones, sont transformés et en sortie, on va avoir, un mot, puis un autre mot, puis un autre mot et ces mots-là, ce sont au final des neurones en sortie qui donne un chiffre qui correspond à un certain mot. Ça, c'est la raison pour laquelle on parle de boîte noire, c'est parce que quand on observe ce que ce système fait, c'est tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on on n'a pas vraiment d'autre façon de décrire simplement ce système que de cette manière-là, de se dire: «Ah bah là, il s'est transformé en chiffre» et ensuite on a des transformations qu'on ne comprend pas et ensuite on a en sortie de nouveaux chiffres qui sont transformés en mots. Alors il y a un champ de recherche qui s'appelle l'explicabilité des réseaux de neurones qui justement essaye de comprendre ce qui se passe dans ce réseau de neurones. On a des techniques maintenant qui nous permettent un peu mieux d'appréhender ce problème. Par exemple, on se rend compte que certains neurones au centre, du réseau correspondent à des concepts à certains concepts abstraits. Je pourrais donner l'exemple en fait, bon, pour faire une petite tangente et revenir sur la façon dont les images sont traitées par des réseaux de neurones artificiels parce que c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé, il y a quelques années. Ce qui se passe, c'est que les premiers neurones, ceux qui reçoivent les pixels en entrée, vont apprendre à détecter des propriétés très simples de l'image. Par exemple, est-ce qu'il y a une ligne à un endroit? Est-ce qu'il y a un angle? Est-ce qu'il y a une croix?
est-ce qu'ici il y a un point? Voilà, des propriétés vraiment qui sont assez basiques et en sortie, on a des concepts de très haut niveau. Par exemple, une tête de chien, une voiture et cetera et au milieu, on a des choses qu'on comprend pas vraiment. Donc on a cette espèce d'évolution en fait à travers les différentes couches de ce réseau de neurones qui partent de concepts, vraiment très, très simples, très basiques, très proches des pixels et qui petit à petit deviennent des choses de plus en plus abstraites et de haut niveau, jusqu'à finalement arriver sur des concepts qu'on comprend un peu mieux en tant qu'humain, par exemple un chien, un chat et cetera. Donc, a priori dans les réseaux de neurones, dans les modèles de langage, ça va être quelque chose de similaire où l'information est décomposée, donc les mots qu'on met en entrée sont décomposés en différentes couches d'abstraction et éventuellement, traités et recomposés en des concepts plus compréhensible par un humain et au centre, il y a toute une zone où on comprend pas trop ce qui se passe. Ça, c'est la partie, quand ça tourne, qu'est-ce que ça fait et ce qu'on comprend à peu près de ce que ça fait. Mais je pense qu'il faut aussi parler de la partie de la façon dont on entraîne ce système, parce que c'est vraiment la partie qu'on comprend le mieux. Donc la façon dont on entraîne ChatGPT, on va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par entraîner un réseau de neurones artificiels à prédire du texte. Donc on lui donne, du texte en entrée, on le laisse sortir, les mots suivants en sortie et quand il se trompe, on va pénaliser, donc on a un algorithme qui réajuste toutes les connexions pour qu'il ait plus tendance la prochaine fois à sortir le bon mot. On fait ça, des trillions de fois et on obtient un système qui est très, très bon pour, prédire du texte. OK, donc on peut lui donner le début d'un livre de Shakespeare sur lequel il n'a pas été entraîné et il va sortir du texte qui va vraiment ressembler au style de Shakespeare, par exemple. Mais ça donne pas de ChatGPT. Ça donne juste un modèle qui complète vos phrases. Une espèce de comme les gens aiment bien le dire, un autocomplete extrêmement puissant. Ensuite, il y a une nouvelle phase d'entraînement où on va faire en sorte que ça devienne un assistant. Donc là, on on va le mettre il y a plusieurs techniques qui existent, mais on va commencer par utiliser le fait qu'il complète des phrases en disant, par exemple, ceci est le texte produit par un assistant numérique. Bonjour, je suis un assistant numérique, virgule, et là, il va mettre du texte derrière qui correspond probablement à ce que dirait un assistant numérique. Et ensuite, on va le re-entraîner. C'est-à-dire que quand il donne une réponse qui ne nous plaît pas, on va lui poser plein de questions, on observe les réponses et il y a un humain qui donne une récompense, qui dit ça me plaît, ça me plaît pas. Quand la réponse ne plaît pas, de nouveau, on réajuste toutes les connexions dans le réseau de neurones pour que la prochaine fois, sur la même question, il ait moins tendance à sortir cette réponse. Et quand la réponse nous plaît, on réajuste toutes les connexions pour que la prochaine fois, sur la même question, il ait plus tendance à sortir cette réponse. On fait ça des milliers de fois et on obtient quelque chose comme ChatGPT. Donc un système qui, quand on lui pose une question, a tendance à sortir une réponse qui nous plaît. Les données sur lesquelles le système a été entraîné ne sont pas les mêmes que les données sur lesquelles le système tourne par la suite. Donc, au final, quand on a entraîné ChatGPT, on lui a posé quelques mille alors sur le nombre de questions qui sont posées, j'ai pas de données, très précises. Donc je vais dire, la deuxième phase de l'entraînement, je crois qu'on doit lui poser des dizaines de milliers de questions et l'améliorer comme ça, mais peut-être que c'est des millions, que ne prenez pas ça au pied de la lettre. Ces données-là, donc c'est cette liste de questions et les réponses qui ont été générées, les récompenses qui ont été données, ce ne sont pas des questions qui vont probablement être posées par les utilisateurs. En fait, quand on interagit avec ChatGPT, il y a tellement de possibilités d'interaction, les possibilités d'interaction sont infinies et du coup, le système, on ne sait pas comment il va se comporter sur quand il interagit avec des utilisateurs. Par exemple, si on l'a entraîné principalement, pour ce que je peux inventer rapidement? Pour parler de chevaux. Ouais, voilà, on en fait un système qui est spécialisé sur, le la compréhension des chevaux. Genre il est capable de répondre à des questions sur les différentes races de chevaux, sur, la rapidité à laquelle ils peuvent courir et cetera, très bien. On l'a entraîné là-dessus. Ensuite, on met ça entre les mains de l'utilisateur et un utilisateur l'utilise en lui demandant de l'aider à remplir sa fiche d'impôt. On ne sait pas trop ce qui va se passer à ce moment-là. Si ça va vraiment dépendre de choses qu'on ne contrôle pas du tout. Par exemple, sur quelles données le modèle a été entraîné dans sa première phase d'entraînement, quand il a été entraîné sur, tout internet
et qu'est-ce qu'il a appris à ce moment-là, pendant cet entraînement. Et du coup, on a vraiment une inconnue. Bon, cet exemple était très exagéré. Les questions qui sont utilisées pour entraîner ChatGPT sont censées être représentatives de l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Sauf que en pratique, on sort toujours de la distribution d'entraînement. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a une perte de contrôle. Si on posait exactement les questions qui ont été utilisées pendant l'entraînement, on aurait de bien meilleures garanties sur ce que ChatGPT va faire. Mais en posant des questions aléatoires, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, quand tu parlais d'alignement et du fait qu'on avait, en tout cas entre les systèmes experts dont tu parlais, le machine learning, le deep learning et l'IA générative aujourd'hui, on avait évolué en termes de technologie et donc c'était d'une certaine façon ça qui avait rendu nécessaire ce champ de recherche sur l'alignement de l'IA. Mais est-ce que c'est juste ça en fait qui rend cette recherche nécessaire ou pas d'ailleurs? Parce que tu disais que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup lié à l'écosystème tech, à la Silicon Valley, qui en a peut-être un peu moins, mais je peux me tromper, en Europe. Et donc, tu vois, est-ce que il y a un côté objectif ou est-ce que, bah, en fait, tu peux te dire, bah, potentiellement, c'est des gens qui parlent du sujet, donc ils vont traiter le sujet et ils ont intérêt à en parler, je sais pas. Mmh. Et peut-être donner un exemple de, un système «aligné» entre guillemets versus un système où c'est pas le cas, tu vois? Alors l'alignement, ça, en gros, ça devient de plus en plus nécessaire au fur et à mesure qu'on a des IA de plus en plus générales, je dirais, et de plus en plus puissantes. Et par, puissante, je veux dire, la capacité à poursuivre un objectif très complexe ou très difficile à atteindre. En gros, l'idée, c'est quand on a une IA qui est capable de faire à peu près tout, genre en termes sans forcément être très forte, mais ChatGPT, c'est une IA que j'appellerais vraiment générale, dans le sens où, on peut lui demander tout ce qu'on veut et puis elle va faire quelque chose. Ça sera peut-être pas de bonne qualité, c'est peut-être pas ce qu'on veut, mais en tout cas, elle a cette capacité à aborder tous les problèmes qu'on peut imaginer à peu près. Alors que c'est pas le cas d'une IA qui joue aux échecs, par exemple. Une IA qui joue aux échecs, on peut pas lui demander de nous aider à remplir notre feuille d'impôt. En fait, plus on a des IA générales, plus on a ce problème que je viens de décrire tout à l'heure de sortie de la distribution et d'inconnu sur le comportement. Une IA qui joue aux échecs, au final, le problème sur lequel on l'a entraîné est très bien défini avec un objectif très simple, très unidimensionnel, genre gagner des parties d'échecs. Et on n'a pas vraiment de problème d'alignement parce que soit l'IA joue bien aux échecs, soit elle joue pas bien aux échecs, mais on n'aura pas de comportement très surprenant, a priori, quand on la fait tourner. Alors qu'une IA comme ChatGPT, qui est censée approcher tous les problèmes du monde, on a un vrai problème qui vient du fait qu'on ne sait pas pourquoi les utilisateurs vont l'utiliser. Un exemple pour ça, ChatGPT est capable de jouer aux échecs. Bon, ouais, au bout d'un moment, il se plante, mais ça, on l'a pas anticipé. En fait, il y a personne au moment où ChatGPT a commencé à entraîner, personne ne s'était dit: «Tiens, est-ce que des utilisateurs vont l'utiliser pour vouloir jouer aux échecs?» Donc il y a cette question de comment ce système va se comporter une fois qu'on lui demande de faire quelque chose de spécial. Et on a vraiment un grand besoin de contrôle parce qu'on peut demander à ces IA de faire des choses qui sont vraiment pas souhaitables. Par exemple, bon, un exemple tout simple, générer des deepfakes pornographiques à partir de la photo d'une personne. Ça, on aimerait bien que, quand on lui demande de faire ça, ChatGPT refuse. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà le problème de la généralité, je dirais, c'est ça. Le problème de la puissance, c'est vraiment plus une IA a une capacité à poursuivre un objectif complexe ou difficile à atteindre, plus elle va avoir un impact dans le monde réel. Si on a une IA qui est capable de remplacer le PDG d'une entreprise, vraiment qui est capable de prendre toutes les décisions, de haut niveau qui doivent être prises et de faire ça mieux que le PDG d'une entreprise, alors cette IA va avoir un gros impact dans le monde et on aimerait qu'elle se comporte bien, qu'elle soit régie par certaines contraintes. Par exemple, il faudrait vraiment que ce système suive la loi, enfin, comment dire? Respecte la loi. Il faut que ce système se comporte bien dans des cas spéciaux que peut-être qu'un PDG humain n'aurait jamais rencontré. Par exemple, si ce système est très bon en programmation informatique et en piratage informatique, il a accès à des façons
des raccourcis pour obtenir cet objectif. Par exemple, plutôt que de faire les choses correctement, il peut aller pirater un serveur informatique quelque part pour obtenir des données plus rapidement. Donc il faut qu'on ait des garanties sur le fait qu'il ne va pas faire ça. Et pour le moment, on n'a vraiment aucune garantie. C'est-à-dire que le problème de l'alignement, c'est un problème qui est non résolu et sur lequel on n'a aucune piste de résolution pour le moment. Donc, on est dans une situation où plus on a des systèmes généralistes, plus on a des systèmes puissants, plus ces problèmes du fait qu'ils ne sont pas alignés vont devenir, on va dire, sévères et risquent de poser de créer des situations de plus en plus, dangereuses. On va revenir juste après sur la façon enfin vous, chez Posei, vous différenciez ces risques et un peu creuser ça. J'ai une question avant ça, un peu provocante, mais c'est volontaire. Moi, je regarde, ça, tu vois, de l'extérieur et je me suis un petit peu intéressé. Alors, je sais que vous êtes à côté de ça, mais tu vois, tout ce qui est, long-termisme, altruisme efficace et d'une certaine façon ou en tout cas dans ces idéologies-là, on se dit que potentiellement on pourrait, sacrifier. Alors c'est mes mots à moi, mais tu vois, sacrifier le présent pour sauver le futur, quoi, d'une certaine façon où, l'objectif à long terme, c'est de sauver l'espèce humaine et donc, il faut faire tout ce qu'il faut. Et dans ce que tu dis, tu vois, moi, la façon dont je comprends, en tout cas sur ces risques existentiels, en tout cas, moi, ce qui me gêne dans la façon dont je le comprends, c'est, tu vois, tu donnes l'exemple d'une IA générale ou généraliste, je sais pas quel est le bon terme, qui pourrait mieux faire qu'un PDG et donc le remplacer. Un, personne n'est capable de dire si un jour ça sera possible ou pas, parce qu'en fait, bah, être un PDG, ça se réduit pas forcément à juste à ce qu'est capable de faire, à faire une IA. Et donc, tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir trouver des solutions à un problème qu'on s'auto-crée et qui existe finalement que dans notre tête, tu vois? Souvent, tu vois? Et on reviendra après sur les autres risques, pour le coup très, très actuels de l'IA, que ça soit sur, l'impact social, sociétal, l'impact environnemental, l'impact sur le travail, où pour le coup là, on voit des choses très concrètes aujourd'hui. Mais tu vois, typiquement sur le remplacement, d'un CEO, sur, la capacité d'une IA, même sans conscience à, prendre le contrôle. Oui, ce que tu décrivais très bien au début, c'était en tout cas sur les risques existentiels que tu citais, sur la guerre nucléaire, ces choses-là, l'IA était une surcouche, on va dire, de risques préexistants, mais typiquement sur la partie virus, en fait, donner une capacité supplémentaire à des gens qui pourraient avoir envie de créer des virus, des capacités qu'ils n'avaient pas. Et donc, c'est quelque chose qui vient se rajouter, tu vois. Mais du coup, ma question ou provocation, c'est un peu ça. C'est est-ce que parler de tous ces risques, existentiels sur une IA qui prendrait la place d'un PDG qui nous remplacerait tous, c'est pas essayer de trouver des réponses ou des solutions à un problème qu'on s'auto-crée, tu vois? Alors ouais, je suis d'accord, faudrait qu'on se l'auto-crée dans le sens où on est en train de créer ces systèmes. Par contre, je pense que c'est peu probable que ce soit juste dans notre tête. Et vraiment, pour ça, j'aime bien quand on est dans la gestion de risque, de toute façon, il faut avoir une vision probabiliste des choses, parce qu'il y a pas d'autre choix, surtout quand on parle de risques qui ne se sont pas encore réalisés. Ce qui compte, c'est vraiment, la chance qu'ils se réalisent. Et du coup, là, il faut juste se demander, donc le crux, comme tu l'as bien identifié, c'est est-ce qu'on va arriver à créer ces systèmes de plus en plus puissants et est-ce qu'on va arriver à créer des systèmes qui sont capables de faire, de produire toute tâche à valeur économique qu'un humain peut faire? Si on avait au moins des pistes pour dire que c'est très, très probable que non, dans un futur proche, alors, on pourrait, arrêter de s'inquiéter. Le problème, c'est que là, on est plutôt on pense donc que une grosse partie des meilleurs experts en intelligence artificielle, probablement la majorité, toujours dépendre de qui on met dans la catégorie ou pas, mais pense qu'on est sur le point de créer ces systèmes, dans le sens où ils vont être créés d'ici 5 ans. Du coup, je pense que ce serait vraiment une mauvaise idée de ne pas au moins prendre cette possibilité au sérieux. Et si on veut ne pas la prendre au sérieux, à partir du moment où on a les meilleurs experts du domaine qui pensent que c'est la réalité, il faut avoir des arguments solides pour pouvoir, expliquer pourquoi on pense que ça ne va pas arriver. Ces arguments solides, il y en a pas beaucoup et les gens qui pensent donc les experts en IA qui pensent que on ne va pas atteindre ses capacités avant un moment, avant plus de 10 ans, disons. Il y a Gary Marcus, et je suis pas très d'accord avec ses arguments, mais en tout cas, au moins, c'est quelqu'un qui a des arguments et à part lui, j'en connais pas trop. On pourrait parler de personnes comme Luc Julia, mais je considère pas que ce soit vraiment un expert en intelligence artificielle.
Donc il y a vraiment cette question-là de pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas cette question au sérieux étant donné qu'on a une forte suspicion que ça va arriver pas dans le long terme, vraiment dans le très court terme, dans les 5 prochaines années. Et il y avait un autre aspect, de ta question. Est-ce qu'on est en train de sacrifier le présent pour le futur? Je pense vraiment pas. Enfin, de mon point de vue, 5 ans, pour moi, c'est pas le futur. Enfin, c'est une forme de futur, bien sûr, mais c'est pas du futur lointain et les probabilités que j'ai en tête ne sont pas des probabilités négligeables. C'est pas comme si, on était en train d'investir beaucoup de ressources pour mitiger des risques infinitésimaux à des échelles de temps très longues. Non, là, la plupart des gens qui travaillent en sécurité de l'IA pensent qu'il y a entre 10 et 90 de chances de perte de contrôle sur des intervalles de temps relativement courts, en moins de 10 ans. Et du coup, à minima, il faut vraiment prendre ça au sérieux et avoir un débat pour, au moins être certain qu'il se plante complètement. Parce que s'il se plante pas, c'est très problématique. Et vraiment, un autre point, c'est que je pense qu'il faut vraiment arrêter de faire cette dichotomie entre les risques actuels et les risques, futurs. Pour moi, c'est vraiment un continuum. C'est pas comme si, il y avait les risques, existentiels, disons, c'est le point final d'une continuité dans laquelle on est déjà engagé. Là, les risques qui se réalisent en ce moment, tout ce qui est deepfake, les risques en cybersécurité, la détérioration de l'information, tout ça, ça fait partie de cette évolution qui est prédite depuis longtemps, qui nous mène vers un point d'orgue qui sera de plus en plus catastrophique et peut-être qu'on n'atteindra jamais les risques existentiels parce que ces catastrophes qui sont en cours et qui sont en train de s'amplifier vont atteindre un point où on pourra tout simplement pas continuer à faire de la recherche en IA. Mais voilà comment je vois la chose.